extrait tout à l'heure d'un livre qui s'appelle Urgency in the Anthropocene, c'est de Amanda Lynch, L-Y-N-C-H, et Cyril Wieland, V-E-L-A-N-D-E. Et tout le livre, je le trouve très intéressant parce que il remet en question la notion que l'Anthropocène, ça nous met sous une situation d'urgence. Alors que c'est évident pour nous tous qu'on n'a que quelques années, que chaque mois qu'on attend avant de prendre des mesures plus sérieuses ont des conséquences énormes, ce qui est absolument vrai, elle ne le nie pas, mais elle nous met en garde contre les dangers de l'approche par l'urgence qui souvent s'attache aux accidents, s'attache aux catastrophes, s'attache aux phénomènes de surface plutôt qu'aux causes, qu'aux cycles, qu'aux régularités qui sont sous-jacentes. Donc ça c'était un petit pas de recul, et après un pas de recul aussi face à la notion de transition qui à la fois est très belle et qui moi me semble de plus en plus irréaliste. Donc peut-être que de se situer dans une temporalité qui, oui, doit faire face à l'urgence, mais qui fait face à l'urgence en se méfiant de la notion même d'urgence, et oui, une transition à accomplir, mais qui pense cette transition d'ores et déjà dans le cadre d'effondrements au pluriel qui se précipitent, mais qui sont là depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. C'est ce que je vous proposerai, et je vous proposerai de le faire en posant une question, vous allez voir qui va émerger un petit peu au milieu de ma présentation, sur la contribution. Je vais parler différemment de la contribution, mais qui peut contribuer, ou qu'est-ce qui peut contribuer aux recherches ou aux économies, aux écologies dans lesquelles nous vivons? Je vais essayer de poser ça de façon un petit peu problématique. Et pour ce faire, je vais articuler ma présentation autour de quelques mots. Il y aura le mot de plantation, le mot de coexistence, le mot d'incomplétude. Et à l'horizon, il y aura la notion d'ennemi. Qu'est-ce que c'est qu'un ennemi? Et je profite un petit peu bêtement sur les échos, parce que les entretiens du nouveau monde industriel, ça se dit ennemi aussi. On est tous des amis ici. Mais j'avais envie de susciter la figure de l'ennemi pour voir ce qu'on pourrait en faire. Alors très rapidement, on a parlé d'Anthropocène, le livre s'appelle Urgency in the Anthropocene. Comme peut-être de nombreuses personnes d'entre vous, je suis de plus en plus mal à l'aise avec ce terme d'Anthropocène, auquel je préfère le terme en particulier de capitalocène. Ce n'est pas tous les humains qui sont également co-responsables de ce qui se passe, mais qu'il y a certains humains qui en sont peut-être plus que d'autres. Capitalocène, c'est bien parce que ça nous met dans la modernité, ça nous met dans un certain régime économique, donc ça a des avantages. On peut parler aussi d'androcène, j'aime bien androcène, disant que c'est souvent des politiques un petit peu testostéronées qui nous ont conduits là où on est, ou d'eurocène. C'est Jarius Grove qui parle d'eurocène, pour dire que finalement tout ça, ça vient un petit peu d'Europe quand même. Pour moi, les problèmes avec, par exemple, le capitalocène, c'est de dire que l'Union soviétique n'a pas eu des politiques ni particulièrement capitalistes, ni particulièrement écologiques, et que donc il faudrait trouver autre chose. Et moi, ce qui me semble le plus intéressant comme terme, c'est encore celui de plantationocène. Ce n'est pas le plus facile à prononcer, mais il me semble qu'il présente de nombreux avantages, et je vais juste en esquisser quelques-uns ici. Donc se dire que le problème que nous avons maintenant, que Greta Thunberg dénonce et que Antonio Gutiérrez nous appelle à avoir une réaction collective à l'échelle de l'internation, c'est le problème d'une période qu'on peut appeler le plantationocène, qui se caractérise justement par la plantation. Donc la plantation, on en connaît quoi? On en connaît une histoire esclavagiste, une histoire qui remonte à plusieurs scènes, qui implique l'Afrique, qui implique les Amériques. Mais on peut prendre la plantation aussi dans son sens très très contemporain aujourd'hui, où disons, soit l'esclavage a changé de forme, soit il n'y a plus d'esclavage comme tel. Et la plantation, c'est la plantation d'agro-industrie ou la plantation d'arbres. On plante des arbres, et c'est très bien de planter des arbres parce qu'on a besoin d'arbres, mais la façon dont on plante les arbres peut être aussi problématique que le fait de les couper. Donc, c'est quoi cette plantation? C'est des modes de production extractivistes, je ne refais pas tout le cours sur l'extractivisme, je le résume à 4 points. L'extractivisme, ça consiste à réduire un milieu vivant complexe à ce qu'il peut apporter comme ressources à un certain système productif. Ressources. Deuxième point, c'est d'en extraire
ces ressources du fond, de l'environnement, du milieu lui-même, dont on se désintéresse. On ne s'intéresse qu'à ce qu'on extrait et on se désintéresse du reste. Troisième point, on exploite ces ressources sans se soucier de leur renouvellement, sans se soucier de la soutenabilité de notre utilisation. Et quatrième point, on exploite ces ressources extraites de ce milieu sans se soucier non plus des externalités, en général des externalités négatives, qui sont générées soit par l'exploitation, soit par l'utilisation de ces ressources. Donc plantation égale mode de relation au milieu ou aux environnements extractivistes, mais ça dit aussi quelque chose de plus, et ça dit monoculture. Qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que c'est que les plantations? C'est que dans la Caraïbe ou ailleurs, il y avait des milieux très riches et de biodiversité qu'on rase, qu'on brûle, etc., pour planter de la canne à sucre, du tabac, du coton, etc., etc. Et c'est cette monoculture qui va m'intéresser, qui va faire le pivot de ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui à propos de la contribution. C'est quoi l'autre de la monoculture et donc du plantationocène, si la monoculture est au cœur du plantationocène? Alors d'habitude on dit que c'est la biodiversité. Et je trouve ça très beau, je pense qu'on aime tous la biodiversité, les oiseaux, les papillons, les fleurs, etc. Il y a plein de couleurs, et c'est sympathique la biodiversité, donc personne ne sera contre. Moi je vais vous proposer un autre terme que je prends justement de Lynch et Wieland, qu'elle ne les invente pas, mais qu'elle définissent d'une façon qui me semble intéressante, qui est le terme de coexistence. Coexistence. Biodiversité, coexistence, je crois que on voit bien le lien. Coexistence, c'est intéressant pour M. Gutiérrez aussi, parce que je crois qu'un des problèmes, voire le problème de M. Gutiérrez et des Nations Unies, c'est justement d'essayer d'assurer une coexistence de nations, de régimes, de réalités très très différentes sur la surface de la planète, et de faire que ça se passe pas trop mal. Et le problème de la coexistence, en général, ce n'est pas les petits oiseaux, les petites fleurs ou les papillons, mais c'est ce qu'on peut appeler des mauvaises herbes, sauf que maintenant, il ne faut pas parler de mauvaises herbes, mais il y a quand même des choses que vous ne voulez pas cultiver. C'était le grand président Mao qui parlait des nuisibles, qui a lancé des grandes campagnes contre les nuisibles, que ce soit les rongeurs, que ce soit les insectes, que ce soit les oiseaux. On peut penser aux sauterelles qui vont détruire la récolte que vous avez passé plusieurs mois à essayer de cultiver. Donc les nuisibles, c'est quelque chose je crois, de très réel. Et ce que je vais mettre à l'horizon de ma réflexion, qui pour moi est très tentative, à savoir que je ne vous propose pas une vérité, je vous propose plutôt des questions, est-ce qu'on va être amené à considérer que les nuisibles apportent une contribution à nos économies, je ne sais pas, mais à nos écologies? Il me semble que ça, c'est une question qui est à l'horizon du moment où on se trouve. Alors, pour essayer de le développer, je vais donc vous proposer une citation de ce livre « Urgency in the Anthropocene », c'est à la page 6, où elles essaient justement de définir la coexistence. Et peut-être je vous la lis rapidement en anglais, ça fait 4 lignes, et après je la traduis un petit peu plus lentement. Donc, « The recognition of coexistence acknowledges different, inconsistent, incompatible, irreconcilable doctrines to persist side by side as policies and modes of governance are explored. In this definition, coexistence does not imply a proposition or a probability of consensus, win-win outcomes, or resolution of conflict. » Donc, je dirais, relever le défi de la coexistence, c'est reconnaître c'est de reconnaître qu'il y a différentes doctrines qui persistent côte à côte et que ces différentes doctrines peuvent très bien être inconsistantes entre elles, incompatibles entre elles, irréconciliables entre elles, et que néanmoins elles sont appelées à coexister, à persister côte à côte, en même temps que des policies, que des réglementations, des gouvernementalités et des modes de gouvernance, justement, sont explorés. Dans cette définition, la coexistence n'implique pas une proposition, ni même une probabilité de consensus, ni une proposition, ni une probabilité de résultat gagnant-gagnant, ou même de résolution du conflit. Alors qu'est-ce que c'est? Et là, il me semble que ça décrit assez bien la position dans laquelle se trouve M. Antonio Gutiérrez.
Donc ça nous dit quoi? Cette nécessité de coexistence et ce rejet, si vous le partagez avec moi, de la monoculture et de l'immunisation. C'est vous qui avez parlé d'immunisation tout à l'heure. Il me semble que là on voit assez bien le lien entre plantation, monoculture, immunisation de notre champ contre les sauterelles, immunisation de nos populations contre des virus, etc. etc. Donc ce complexe-là de monoculture, immunisation, plantation, comment est-ce qu'on va pouvoir le rendre compatible avec une réalité qui est celle de la coexistence? Pourquoi? Parce qu'on a appris quand même, on espère en tout cas, des expériences du grand président Mao, que d'essayer d'éradiquer les nuisibles, ça peut peut-être avoir des conséquences favorables, mettons, dans quelques années, mais qu'il y a un retour de cette éradication des nuisibles qui nous fait payer un prix encore plus gros. Donc ne serait-ce, même indépendamment de la valeur intrinsèque des chevaux, des arbres ou des rivières, ne serait-ce que pour nos petits intérêts humains ou déjà animés à nous, respecter quelque chose dans les nuisibles et ne pas se dire que l'éradication des nuisibles est la politique à suivre, donc avec ses implications, ses possibilités de monoculture, qu'est-ce que ça implique? Alors, moi je ne sais pas pour les mauvaises herbes, je ne sais pas, j'espère qu'il y a des gens qui sont spécialistes des mauvaises herbes ou de la permaculture et qui peuvent nous dire justement qu'il y a plein de choses à faire autres que l'éradication. Donc là, ça se règle à partir de savoir et pas à partir de spéculations oiseuses ou philosophiques. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de tirer de ce nœud ici qui se noue des suggestions ou des problèmes par rapport à nos conceptions de la politique. De nouveau, si on s'intéresse ou si on se met dans la position de ce que peut faire ou devoir faire M. Gutiérrez, cette nécessité de coexistence, cette méfiance envers l'immunité, d'un côté, enfin, qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce qu'elle nous dit, comme je l'esquissais tout à l'heure, et comme ça semble difficile à digérer, mais peut-être qu'il faudra passer par là, que nos ennemis eux-mêmes, ce qu'on pourrait considérer comme des nuisibles, les sauterelles qui viennent ravager nos champs, nos ennemis politiques, qu'on a en quelque sorte besoin d'eux dans un écosystème général du milieu vivant pour le champ, dans un écosystème des idées dans le domaine politique. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que c'est un retour à des conceptions chrétiennes, plus largement religieuses, de l'amour, hein, d'aimer son ennemi, d'aimer, de tendre l'autre joue quand on vous frappe? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'on y croit? Est-ce que la puissance, ou ce qui reste de puissance, ou la remontée en puissance, ce sera à vous de voir, des religions, tient peut-être à la reconnaissance de ceci? Je ne suis pas sûr, mais peut-être. Est-ce que c'est au contraire quelque chose de très inquiétant? Parce que comment faire de la politique, comment manifester contre les mesures néolibérales du gouvernement Macron si on ne se dit pas que Macron est un ennemi? Est-ce qu'on peut mobiliser? Est-ce qu'on peut aller dans le froid? Est-ce qu'on peut perdre des jours de salaire en faisant l'économie de la catégorie de l'ennemi? Est-ce qu'on est voué à avoir une conception un petit peu schmittienne de la politique? Politique égale nommer des ennemis, combattre et essayer d'éliminer ses ennemis, c'est que ce soit des idées d'ailleurs plutôt que des mouvements plutôt bien entendu que des personnes. Donc est-ce que la coexistence signifierait, si on l'acceptait, la fin de la politique telle qu'on la connaît? Est-ce que ça appellerait à d'autres formes de politique qui restent encore un petit peu à inventer? Là moi je ne sais pas, mais je pose la question. Je vais conclure, et comme ça j'aurai fini un petit peu plus vite, avec un ajout à ceci, l'ajout de deux termes, le terme d'incomplétude et le terme de souveraineté. Et je vais prendre ces deux termes à deux penseurs qui étaient dans cette même salle ici, il y a à peu près un mois, peut-être que certains d'entre vous y étaient, j'espère, qui s'appellent Fred Moten et Stefano Harney, qui ont fait un livre en 2013 qui s'appelle The Undercommons. The Undercommons, le sous-titre c'est Fugitive Planning and Black Study.
planning fugitif, planning, c'est difficile à traduire, et l'étude noire, donc les undercommons, les sous-communs, les communs d'en dessous, et Fred Moten, M-O-T-E-N, et Stefano Harney, H-A-R-N-E-Y, étaient dans cette salle pour une conférence qu'ils ont appelée All Incomplete, tous incomplets. Et qu'est-ce que c'est? Alors très résumé, parce que c'est une pensée très belle, très riche et très complexe, mais résumé brutalement, la pensée de Moten et Harney et les Undercommons, c'est une certaine expérience de la blackness, d'être noir et très plus précisément d'être africain-américain. Et qu'est-ce que c'est que l'expérience de la blackness? Alors il précise très clairement que les Africains-Américains ont une relation privilégiée à la blackness, mais pas du tout exclusive et pas du tout propriétaire. Relation privilégiée, mais ni propriétaire ni exclusive à la blackness. La blackness, c'est d'avoir passé dans ses ancêtres, dans sa mémoire et dans les conséquences, dans ses conditions de vie, par la cale du navire esclavagiste. Donc on retourne à nos affaires de plantation, et là c'est pas tellement l'agro-industrie que ce qui est arrivé aux humains, la plantation esclavagiste. Qu'est-ce que c'est que l'expérience issue de la plantation esclavagiste qui se poursuit aujourd'hui dans des ghettos, qui se poursuit aujourd'hui dans des prisons, qui se poursuit aujourd'hui dans des quartiers ravagés par les drogues? Eh bien, nous disent Moten et Harney, c'est une expérience justement de décomplétude radicale. On ne peut pas prétendre être complet quand on a vécu cette expérience-là et quand on hérite de cette expérience-là. Notre expérience est, a priori, celle de l'incomplétude. Et donc, le mot qui s'oppose, il me semble, à ceci dans leur discours et pour nous par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça serait la notion de souveraineté. On ne peut pas prétendre à la souveraineté lorsqu'on s'identifie, parce que c'est un autre ou parce qu'on a envie de s'y identifier, on essaye de s'y identifier plutôt à l'expérience de la blackness. Cette expérience de la blackness, cette vie auquel on a imposé une impossibilité de souveraineté et une incomplétude, elle a développé des socialités, elle a développé des habitudes, elle a développé des solidarités, des improvisations, des capacités d'expression, des capacités de fuite, de marronnage, qui font la richesse de la tradition radicale afro-américaine, et dont moi, qui n'ai pas cette expérience-là directement, en lisant Fred Moten et Stefano Harney, il me semble que là, il y a quelque chose. Il y a un noyau rayonnant de valeurs différentes, il y a une approche tout à fait décalée par rapport à ce que nous envisageons comme la politique, et Fred Moten dit à plusieurs reprises qu'il essaye de se dégager, de se libérer, de sortir, de marronner, de fuir hors de l'usage de certains mots, et que parmi ces mots dont il essaye de marronner hors de leur usage, il y a le mot de politique, que ce soit political, le politique, ou politics, la politique. Et donc, de nouveau, nous réfléchissons à ce que nous pouvons dire à M. Gutiérrez, qui se situe à une position très particulière par rapport à la politique, tout en haut, mettons, du point de vue en tout cas symbolique des Nations Unies. Moi je vous propose de regarder tout en bas, non même pas dans les communs, mais dans les undercommons, dans ces communs de la cale du navire négrier et de ce qui en est sorti, et d'y trouver, donc quoi? D'y trouver un partage des incomplétudes. Le principe de coexistence dont je parlais tout à l'heure comme une sorte d'antidote à l'immunisation ou à la monoculture, il me semble qu'on peut le retrouver ou en trouver une autre forme, ou le compléter, enfin le compléter c'est un mauvais terme, mais l'augmenter, l'enrichir avec une notion de partage des incomplétudes. Juste une petite parenthèse, on est ici donc chez des amis de l'ennemi, et les amis de l'ennemi, ils ont développé un très beau concept qui est celui de pharmacone. Et vous aurez sans doute pensé au fait que tout ce que je vous dis sur l'ami qui est un ennemi, sur la contribution possible de l'ennemi, etc., c'est ce renversement du remède en poison et du poison potentiellement en remède qui se travaille, qui se pense dans ces murs et dans cette institution
depuis longtemps. Donc comment lier la pensée du pharmacone, qui me semble-t-il a quand même souvent été développée en rapport aux objets techniques? Est-ce qu'on peut développer cette pensée du pharmacone, du fait que nulle technologie ne peut compléter tous nos besoins, ou nulle technologie ne vient sans, nulle technologie amie ne vient sans ces risques d'inimitié potentielle? Donc sur les objets technologiques, vous l'avez bien travaillé et je crois que vous l'avez très clairement mis en place. Est-ce que ça s'applique aux sauterelles? Est-ce que ça s'applique à une organisation comme le Front National, le Rassemblement National? À quoi est-ce que ça s'applique, ce renversement du pharmacone en dehors de la technologie pour cette espèce d'horizon de quelque chose qui serait nuisible, mais qu'on n'ose pas éradiquer comme nuisible pour ne pas refaire le coup du grand président Mao. Donc je finis là-dessus avec ces valeurs des undercommons qui seraient centrées sur le partage des incomplétudes. Et de nouveau, qu'est-ce que ça voudrait dire pour M. Gutiérrez que de partir de ceci, de l'incomplétude, donc de la non-souveraineté, du délire qu'est la souveraineté, que ce soit le délire de la souveraineté nationale, que ce soit cet autre délire que serait une souveraineté supranationale, que ce soit par exemple l'Europe, même si ça aurait déjà quelques intérêts, mais aussi bien, et là Moten et Harney sont très clairs là-dessus, le premier délire c'est la souveraineté individuelle et individualiste, l'hypothèse de maîtrise de soi ou le mode de gouvernance qui essaye de faire de chacun de nous des individus bien normés, des petits entrepreneurs de soi, comme si nous pouvions ou nous devions être maîtres de nous-mêmes dans l'isolation, dans une complétude auto-centrée. Donc je conclus là-dessus, et je conclus en avance, donc c'est bien parce qu'on aura plus de temps pour la discussion. Comment penser, alors non pas seulement une économie de la contribution, non pas seulement une recherche contributive, mais une écologie de la contribution? Comment la penser dans un monde où les impasses du plantationocène et de sa monoculture nous invitent à nous méfier de toute prétention à l'immunité ou à la souveraineté? Comment accueillir les problèmes de la coexistence qui nous invite peut-être à penser que les nuisibles sont nécessaires, que les nuisibles contribuent à l'écologie qui nous permet de vivre, et comment mettre l'incomplétude et le partage des incomplétudes tels que les undercommons dont nous parlent Fred Moten et Stefano Harney nous donnent un modèle d'alternative, justement, d'alternative viable aux effondrements de nos souverainetés. Voilà, je vous remercie.